مساء الخير سيدتي سادتي كل الأصدقاء، مرحبا بكم في حصة جديدة من صفحة دستورنا ومبادرة دستورنا. اليوم رايحين كما العادة نهار الثلاث نديروا حصص تاريخية. اليوم رايحين نتكلموا على مؤتمر الصمام. نحاولوا نشوفوا نطرحوا بعض الأسئلة، نحاولوا نوصلوا هل ترى عنده كيفاش راح نطبقوا على ما يخص الحراك. راح نتكلموا على ضروره، هل كانت ضروره لعقد مؤتمر الصمام، وايضا كيف كان التحضير، ونتكلموا ايضا على الاهداف تاع المؤتمر. معنا اليوم الاساتذه الكرام، معنا الاخ الاستاذ مراد يفصح. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. هذه الاستضافه. الله يسلمك، مرحبا بك استاذ. معنا ايضا الاستاذ محفوظ بدروني. مساء الخير محفوظ. مساء الخير، شكرا على الاستضافه. مرحبا بك خويا. ومعنا عثمان بن زاغو. مساء الخير عثمان. شكرا بدري. مساء الخير. كان من المفروض يكون معنا انيس القامه، ولكن كانت يعني ممكن عنده ان امبيشمون ما قدرش يكون معنا اليوم. المهم نبداو في الموضوع تاعنا، يعني باش نسهلوا نبداو في سؤال يعني نطرحه، يعني حاولوا تكون اسئله. هل كانت هناك ضروره لعقد مؤتمر الصمام؟ ممكن كل واحد يجاوب بالطريقه بلا فيرسيون اللي يعرفها ولا اللي متقبلها. نبداو بالاستاذ مراد يفصح. ممكن تعطينا توضيحات على هذا السؤال؟ هل كانت هناك ضروره لعقد مؤتمر الصمام؟ يعطيك الصحه. بون سي فو فولي اون فرونسي اون لا بوز اون فرونسي، يا با دو بروبليم. راح نهضر شويه بالروميه، نهضر شويه العربيه، ولكن عندي بزاف ما استعملتهاش. اوني توس باغي، ميم انا راني نفرص، رانا نحاولوا نهضروا بالدارجه بالفرنسي كيما يحب ليسونسيال. Je pense effectivement la question تاع مؤتمر، surtout dans une situation comme celle-là, elle était plus que nécessaire. Moi, de mon point de vue, يعني الخبرة نتاعي تاع مناضل سياسي اللي كنت يعني في ناضل منذ دروك 40 سنة. Donc je vois la nécessité d'un congrès. Et surtout que tous ces militants, كاع المناضلين اللي كانوا في جبهة التحرير الوطني جاوا يعني من أحزاب مختلفة. Donc de partis qui étaient déjà différents du point de vue donc des fondements idéologiques et même de l'expérience politique. Et dans une lutte comme celle-là, donc c'est une lutte politique qui s'est transformée donc en lutte armée. Il y a des critères qui sont très importants, qui priment sur d'autres. Donc la question de la cohésion est une question qui est fondamentale. C'est parce que dans une situation donc de lutte armée, c'est une question de vie ou de mort, pas seulement pour soi, mais aussi pour toute une nation, parce que la question qui était en jeu, c'est l'existence ou non de la nation algérienne. Et chacun donc de ces militants qui sont venus de différents courants avait sa façon de poser cette question-là. D'autant plus qu'il y a année 56, c'est pas très loin de 45, à une dizaine d'années. Et en 45, lorsqu'il y a eu donc cette ouverture de ce processus révolutionnaire avec donc mai 45, et on a vu effectivement des divergences qui étaient énormes. Quand on regarde un peu ce que à cette époque-là donc disaient les uns et les autres, 10 ans plus tard, ils se retrouvent, c'est vrai, ils se retrouvent dans un front,
Mais le plus difficile, et là, nous, on le voit à notre petite échelle, hein, ici en France, dans la diaspora, on essaie donc de travailler l'unité d'action, donc de trouver un peu une coordination, de la cohésion sur des points. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes problèmes. Mais y compris pour organiser une manifestation unitaire, c'est très difficile. Et donc, effectivement, ce congrès était plus que nécessaire. À part que, bien entendu, un congrès, ce n'est pas la rencontre d'une addition. Et c'est ça, à mon avis, l'essentiel de la discussion. C'est quoi un congrès? Est-ce qu'un congrès, c'est choisir des personnes qui sont dominantes à un moment donné même si c'est à l'échelle d'une guerre, ou alors choisir de vrais délégués qui doivent discuter, qui doivent débattre et qui peuvent partir effectivement donc de points de vue totalement divergents, mais qui sont capables donc d'arriver à une homogénéisation au moins sur certains points, et puis aussi être capable dans cette situation de guerre, donc de dire que sur ces points-là, on n'est pas d'accord, on ne peut pas trancher ce problème. Donc effectivement, en 1956, il y avait beaucoup de problèmes que rencontrait donc la révolution algérienne. Il ne s'agit pas aujourd'hui, c'est facile aujourd'hui de parler de 1956, hein, alors qu'on n'est pas capable aujourd'hui de parler de nos problèmes d'aujourd'hui, c'est difficile. Donc nous, maintenant, avec tout ce que les historiens, tout ce que les anciens maquisards nous ont appris, tous les témoignages, toutes ces discussions, etc., il nous est facile de parler de ça. Mais par rapport à la question, je pense que le congrès était nécessaire, mais un congrès au sens un congrès de délégués, un congrès de véritables délégués. Et je pense qu'à cette époque-là déjà, il y avait quand même des milliers d'Algériens qui étaient engagés, donc soit comme militants, soit comme maquisards, soit comme Moussebel, soit comme Fidei. Je pense qu'il y a toute une couche, la couche la plus importante donc des gens qui étaient engagés dans la révolution, ils n'étaient pas représentés dans ce congrès pour justement poser les vrais problèmes. À mon avis, hein, vraiment, il ne faut pas que je me permette de débattre de cette manière peut-être, parce qu'il faut quand même rester humble. Hein. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à tous ces gens-là, à tous ces compatriotes, à tous ces maquisards qui ont sacrifié leur vie. Et moi, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, alors bien sûr, il y a les conditions de la guerre aussi. Hein, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà, donc c'est tout ça qui est discutable et qui est intéressant de discuter entre nous. D'accord. D'accord, merci Ustad Yafsah. Atman, je vais te poser la question. Monsieur Yafsah, il a dit que l'organisation de la congrès de la SOMAM était nécessaire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'était nécessaire d'organiser le congrès de la SOMAM? Shukran Badri, je pense qu'une révolution de la dimension de la révolution algérienne, qui est une révolution qui a marqué l'histoire universelle, hein, nécessitait très clairement de l'organisation. Il s'agissait de trouver, au-delà de la lutte armée qui avait été déclenchée le 1er novembre, une structure politique qui puisse mobiliser les Algériens, qui puisse guider la révolution, guider l'organisation de la révolution, guider les objectifs politiques de la révolution
Et dans les objectifs politiques, il y avait bien évidemment les questions de financement, les questions d'organisation, de logistique, mais aussi les questions politiques et diplomatiques qui se posaient avec acuité depuis le 1er novembre, depuis qu'une poignée d'hommes ont décidé de déclencher la révolution. Après, on peut se demander de quelle manière, dans une situation de guerre, كنا في حرب كان هاد المناضلين قاموا بثورة عظيمة، كانوا في حرب، وكيف تم تحضير هذا المؤتمر، كيف تم التوافق على البنود في هذا المؤتمر. Donc on peut essayer d'analyser, nous, comme disait notre ami Mourad, très modestement, puisque nous avons des géants qui ont fait cette révolution. Donc on ne peut qu'essayer de comprendre les enjeux qui se sont joués dans cette période-là, avec un colonialisme qui était devenu maître dans la manipulation et dans la division du mouvement national depuis des décennies, hein, c'est pas nouveau. Hein. Et donc, comment arriver à réussir un congrès pour la révolution, c'est les questions qui se sont posées depuis le début, hein, depuis le 1er novembre. Si Mahfoud Bedrouni, la dernière séance, a cité, donc on a produit un document, a cité une première tentative qui s'est faite au Caire le 17 février 1955, qui a regroupé كل التيارات السياسية، معظم التيارات السياسية اللي كانت موجودة في القاهرة. واللي بعض التيارات اللي ما كانتش موجودة ولكن اللي كان عندها تأثير في المسار الثوري. دونك هذا المؤتمر تم انعقاده في 17 فبراير 1955 في القاهرة، وتم الاتفاق على ميثاق جبهة التحرير الوطني، جبهة التحرير الجزائر، le Front de Libération Algérien، اللي تم التوقيع عليه ممثلين من الحركات الوطنية اللي كانت في المجال السياسي، ومنها الحركة الجديدة من ثورة التحرير، جبهة التحرير، اسمح لي، donc représenté à l'époque au Caire par Khider Aït Ahmed Ben Bella, qui ont signé ce document, hein, la création du Front de Libération algérien. كان ممثلين من التيار المصالي، les fidèles à Messali El-Hajj. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une dissension dans le mouvement national. Donc il y a eu la fin du MTLD-PPA et la création de au moins 3 tendances de ce mouvement-là. Donc le FLN finalement est issu du PPA-MTLD au départ. Donc les représentants de Messaï El-Hajj ont les personnes de Mezrena, Chedli Mekki et Filali, qui ont signé au nom de Messaï El-Hajj la création du Front de Libération algérien, un mouvement politique qui devait chapeauter l'armée de libération nationale. C'est ce qui était écrit dans ce document. Il y avait des représentants du courant centraliste, un des 3e courants du mouvement national PPA-MTLD, donc avec la présence de Yazid et de Mehri, qui ont signé ce document. Il y avait des représentants de Jamaïat al-Ulama al-Muslimin, avec le Béchir Brahimi et Khairuddin, qui ont signé le document, et de représentants de l'UDMA. Alors, Moutilani, je pense. Non, Moutilani, c'était au nom de. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y avait des représentants de l'UDMA. Je ne sais pas si c'était Francis qui avait signé le document au nom de l'UDMA. Donc, c'était une première tentative d'union pour objectif de donner une direction politique à l'armée de libération nationale, qui est devenue le 17 février 1955. Alors, bon, on peut analyser pourquoi cette première tentative n'a pas fonctionné.
elle est très intéressante à analyser. Hein. Alors, nous ne sommes pas historiens, hein, nous n'avons aucune prétention à écrire l'histoire, mais on peut émettre des hypothèses. Certains historiens annoncent la tentative des Égyptiens de totalement isoler le mouvement messaliste, avec l'aide peut-être de quelques militants à droite et à gauche, qu'on ne va pas citer. C'est ce qui s'est passé puisque un des représentants des messalistes fut arrêté à l'aéroport par les services secrets égyptiens et ne fut libéré qu'au moment de l'indépendance, hein, du cessez-le-feu. Donc, il y a eu réellement une entreprise égyptienne de casser ces premières tentatives d'union du mouvement national. Donc, c'est un signal très fort, très fort. Alors, avec l'aide d'un certain nombre de militants, certains disent Belbella, certains disent c'était une initiative de seulement les Égyptiens, d'autres imputent cet échec aux messalistes qui souhaitaient malgré tout diriger le mouvement national. Bon, le document est là, il existe, il est présent, ces termes sont connus, et ils sont publics. Donc, on peut ensuite éviter les conjectures, puisque le document a des revendications. Et on peut, à ce moment-là, analyser ces revendications. Donc voilà, tout ça a amené que cette nécessité d'union et de cohésion, comme disait notre ami Mourad Yusuf, est aussi vieille que le mouvement national qui a œuvré à unir les rangs et à mobiliser le peuple algérien pour la réussite de sa révolution. Ensuite, c'est poser des questions de leadership. Ça, c'est des questions politiques que nous avons vécues malheureusement trop longtemps pendant la Révolution et après la Révolution. On en parlera. Voilà. Je pense qu'à leçon secondaire, il y avait probablement avant tout un besoin de cohésion et d'union, et restons sur ces besoins-là pour le moment. Merci, merci Athman, merci. نرجع للاستاذ محفوظ. محفوظ يعني الاخوه راهم قالوا باللي يعني كانت الثوره كانت محتاجه عقد مؤتمر يعني باش تنظم روحها وكلش. على حسابك رايك انت، هل الثوره كانت فعلا محتاجه لتنظيم مؤتمر؟ انا اقول يعني باللي باش نعرفوا اذا كانت ضروره يعني حقيقيه. اسمح لي محفوظ، ممكن تتكلم لنا انت ثاني على المؤتمر اللي ندار في مصر من قبل؟ لانه نتكلم عليه ونستشهد بمقتطفات من فوالا، لانك تهضر بالعربيه والناس يعني في الجزائر باش الاخر الاكثريه يقدروا يعرفوا. قلت انا باللي نعرفوا راني الظروف التي اندلعت فيها ثوره التحرير في اول نوفمبر فيه، يعني هي كانت يعني نتيجه لصراعات بين اطياف الحركه الوطنيه، حزب الام بي ال دي، حركه انتصار الحريات الديمقراطيه. كان في خلاف يعني، وهروبا من هذا الخلاف واستجابه للاستحقاقات الوطنيه، لا سيما بعد اندلاع يعني ثورات في المغرب الاقصى وتونس. يعني كانت الكتله الصلبه للحركه الوطنيه المتمثله في الام بي ال دي والمنبثقه عن المنظمه الخاصه هي التي بادرت ب يعني اندلاع ثوره التحرير، بتفجير ثوره التحرير. ولكن هؤلاء المجموعه يعني لم يكن لهم ربما الوقت الكافي والطاقات الكافيه لهيكله وتنظيم الثوره. يعني كل واحد، وكما نعلم كل واحد من هؤلاء القاده يعني تم تعيينه على راس ولايه بدون قياده وطنيه لاداره الثوره. وبالتالي نحن نعتقد باللي تنظيم الثوره، اي ثوره كانت، لا يمكن ان تنجح او تنتصر ثوره من دون تنظيم ومن دون قياده او مجلس قياده. هذه مساله يعني بديهيه في علم التنظيم وعلم الاداره يعني. ولا يمكن ان نقول ان الثورات التي تندلع قبل ان تتشكل لها قياده منظمه لا يمكن ان تحقق اي نتيجه، فكيف يمكنها ان تحقق النصر والانتصار؟ يعني
ثوره التحرير بدات يعني بان امبريون، يعني كتله صغيره، يعني هلاميه، يعني بادرت بهذا الفعل، ولكن لم تجتهد في تأطير الثورة، في تنظيمها، في هيكلتها. المهم كان قال يعني نبدأوا بالثورة. احنا ما نطرقوش هذه، ربما في حصة لاحقة نروحوا نديروا يعني دراسة معمقة لاندلاع ثورة التحرير، ونديروا اسقاطات تاعها على يعني الحراك الشعبي والحراك الوطني والحراك المبارك اللي اندلع في 22 فبراير 2019. لان احنا يعني لماذا ندرس هذه الاحداث التاريخيه، لا سيما احداث ثوره التحرير؟ احنا اللي ناخذوا العبره، ناخذوا الدروس، نستفادوا من الايجابيات، من الانتصارات، من يعني الايجابيات، من يعني ونتجنب يعني الفشل، ونتجنب يعني الاخفاقات يعني والمساوئ التي وقعت في هذه الثوره، حتى نبني عليها، يكون عندنا رصيد، يكون عندنا معالم في الطريق نبني عليها باش ما نوقعوش نفس الاخطاء، ونستثمروا في الايجابيات التي يعني عملها ونجح فيها اسلافنا. يعني بادئ الدبات الثاني كذلك نقولوا باللي يعني العمل المسلح في حد ذاته ماهوش غايه، يعني هو وسيله، هو ممارسه السياسه بوسيله اخرى، وسيله اكثر عنف لاجبار يعني المنظومه الاستعماريه للاعتراف باللي هناك مشكل، هناك قضيه وطن، هناك قضيه شعب. لان هذا الحركه الوطنيه جربت يعني العمل السياسي وانخرطت حتى في العمليه السياسيه الانتخابيه، ولكن لم تجد منها شيئا ووقعت في طريق مسدود، وبالتالي فيه اقتناع تام بانه لا يمكن التخلص من المنظومه الاستعماريه الا بالعمل المسلح. بدا العمل المسلح ولكن العمل غير منظم، لذلك كان من الضروره بمكان تنظيم الثوره. هذا امر يعني لا مفر منه. كما قال الزميل والاستاذ عثمان، يعني وقعت يعني محاولة في القاهرة يعني، وتوجت بإبرام ميثاق القاهرة الذي تم التوقيع عليه في 17 فبراير 1955، ووقعه تقريبا كل ألوان الطيف السياسي الجزائري باستثناء الحزب الشيوعي. وكان من أهدافه على حسب ما ذكروا في الوثيقة هذه توحيد، نقرأ من البيان، توحيد جهود المسؤولين الجزائريين الموجودين بالقاهرة، وأن يكونوا يدا واحدة في خدمة الجزائر والمفتاح في سبيل تحريرها واستقلالها، مساندين بذلك جيش التحرير الجزائري، وعاملين على إنجاح الحركة الثورية القومية القائمة الآن في الجزائر. وثم دعوة إلى العالم الإسلامي، العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم أن يناصروا الكفاح الشعب الجزائري من أجل تحقيق حريته واستقلاله، ونصرة كذلك للديمقراطية والإنسانية والمبادئ السلمية. وتنص اللائحة للريغلمون انتيريور تاع هذا الكيان اللي تحقق في القاهرة، جبهة تحرير الجزائر، على ما يلي: إن جبهة تحرير الجزائر في مصر تعمل لتنسيق أعمالها مع جبهة التحرير في الجزائر تنسيقا وثيقا، وتسعى جاهدة لحث الشعب الجزائري بهيئاته وأفراده على تأييد حركة الكفاح من أجل الحرية والاستقلال. وتنص المادة الثانية أنه بإمكان أعضاء الجبهة أن يقوموا بأعمال خارج نطاق الجبهة، هذه جبهة تحرير الجزائر، شريطة أن لا تكون متنافية مع هذه اللائحة أو مع هذا الميثاق. يعني هذا عمل متقدم جدا. يعني احنا لو كان مشات يعني قادة الثورة في هذا العمل، في عمل الجمع التجميعي، العمل الإجماعي الكونسنسيوال هذا بين كل أطياف، لو كان ما وصلناش ربما للنظام الديكتاتوري اللي أرسى جذوره ربما بداية من أول نوفمبر حتى 62. يعني لو كان كل مع الاعتراف بكل الأطياف ببقاء استقلاله بتنظيمه، ولكن بالعمل في إطار جماعي لتحقيق هدف واحد وهو الاستقلال. يعني ونحن نعرف باللي من خلال التجارب اللي مرت بها كل الشعوب التي ظهرت، عندما يقودها تنظيم سياسي واحد ويقصي باقي التنظيمات، يعني عندما يتحقق الاستقلال والتخلص من الاستعمار، يعني يتم يعني إقامة نظام ديكتاتوري، لأن هذاك الجماعة اللي
انتصروا مش ممكن يتصوروا باللي يعني يديروا ديمقراطيه. يقول لك احنا اللي حققنا النتيجه، احنا اللي انتصرنا على المستعمر، احنا لما نبقى في الحكم. وبقى يبقى يعني تتحول ديكتاتوريه تاع حزب تاع تنظيم الى بعد تولي الى ديكتاتوريه الشخص الواحد. هذا الامر هذا عمل. وقبل هذا كانوا قبل الثورات كانت يعني عمل تنسيقي بين اطياف السياسيه للجزائر، يعني الحركه الوطنيه. وقعت لقاءات، وقعت يعني تحالفات في قضايا معينه. ولكن هذا الميثاق هذا كان متقدم جدا، متقدم ربما حتى لحد الان ما زلنا ما وصلناش اليه. يعني وين تشوف يعني الا في سانت ايجيديو وين تم التوقيع على العقد الوطني. يعني احنا لو كان يعني كان يعني انا كلنا حسره لماذا لم ينجح هذا المسعى؟ علاش ما نجحش هذا المسعى التجميعي الذي تم يعني التوقيع على ميثاقه في 17 فبراير 1955؟ علاش ما نجحش؟ يعني ربما فيه يعني كما قال السيد عثمان ربما فيه نزعه يعني التنازع على الزعامه، فيه يعني انعدام الثقه بين الداخل والخارج، فيه ربما يعني نزعه استئثار جماعه على قياده الثوره مع اقصاء بقيه الاطياف. وبالتالي احنا نعرف باللي هذا كلهم وقعوا معترفين بثوره التحرير اول نوفمبر. ولكن الغريب في الامر يعني يجي بعد الاستقلال يجي وحدين من الناس اللي وقعوا يقول لك باللي هذا فلان ما كانش بعد الثوره. يعني شيء غريب يعني واحد لا اخ محفوظ تعرف أنا جماعه اميغولو خونوا الثوره الكل. لا ماشي احنا نهضروا بالوثائق. نعم على بالي واحد وقع وثيقه مع مجموعه كل اطياف، ومن بعد يقول لك فلان وفلان هذه المجموعه ما شاركش في الثوره. يعني كيف انت؟ هذو من اول يوم احترفوا بالثوره وقال لك نظموها وقال لك اطروها. وربما لو كان يعني استمرت هذه الجهود ربما النتيجه يعني تاع الاستقلال ما تكونش في هذا يعني سيطره يعني اقليه، اقامه نظام ديكتاتوري استبدادي. يعني كي تكون يعني كلما تكون اداره الجماعيه لمشروع وطني يعني بالتوافق تكون الحلول افضل وتكون الافاق افضل وتكون النتيجه احسن على الشعب وعلى الدوله. يعني وهذا اللي يعني كنا احنا لو كان بودنا لو كان استمر هذا ولكن ربما فيه احنا توجور كما يقول لك عندنا لو بريجوجي تاع حسن النيه لمن يعني اقاموا ونظموا مؤتمر الصمام، لان كان انفيد فراغ. الثوره كانت عباره عن مجموعات صغيره يعني انطلقت بدون رابط، بدون هيكله، بدون تنظيم، بدون يعني تنسيق. كل يعني قائد ولايه كان يعمل بمفرده وبدون يعني نظام. الثوره هذه كانت ضروره، تنظيم مؤتمر الصمام كان ضروره، ويعني ضروره ملحه لهيكله الثوره وهيكله لا سيما الجناح العسكري اللي كان يعني في حاجه الى يعني هيكله ستركتوراسيون يعني اوريزونتال فيرتيكال، يعني تقسيم الولايات يعني كل ما يستصحبه من تنظيم وهيكله. هذا الشيء لو بيزوان يعني كان يعني الحاجه كانت يعني ملحه من اجل تنظيم الثوره. لكن المؤتمر كيف تم تنظيمه وتحضير له وتنظيم له يعني وحضور اسكو كان جامع ماشي جامع هذا امر اخر. احنا من حيث مبدا كل عمل يعني حضره جزائريين يتناقشوا فيه على قضيه وطنيه هذا امر ايجابي، وحنا نديروا الاسقاط على ربما على الحراك على الحراك اليوم. شكرا استاذ محفوظ، شكرا. نرجع للاستاذ يفصح. Monsieur Yefsah, Mahfouz, il vient de dire que on va faire un rapprochement, on va dire par rapport au Hirak. Est-ce que, à votre avis, le Hirak aujourd'hui a besoin d'une structuration, d'une organisation, comme par exemple qui m'a la révolution avant? Allô? Oui, j'entends bien.
est-ce راه qu'on peut نسمع faire نسمع نسمع نعم. نسمع ونفهم العربيه نفهم، ولكن ما نقدرش بركش نجاوب يعني بسهوله Non, 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 بالعربيه. il n'y a pas de problème. يعني Monsieur Fsah, il n'y قضيه a aucun problème. كاين يعني كاين حاجه انا نظن يعني لاندلاع الثوره تاع اول نوفمبر اولا كان هناك نظام اللي كان يعني اللي كان موجود عبر لورغانيزاسيون سبيسيال، وين كان فيه خلايا سياسيه و داكسيون، وكاين مناضلين اللي يتعارفوا بيناتهم اللي يعني qui ont déjà engagé la lutte auparavant. Donc il y avait une organisation. المشكل انا نظن يعني المشكل الاساسي هو ان يعني بعد عام هناك يعني في les FLN et l'ALN il y avait différents autres militants et responsables politiques. Il n'y avait pas de cohésion, il n'y avait pas d'autorité politique sur cette totalité donc, de gens qui étaient engagés dans la révolution. Et bien entendu, une organisation de direction qui aurait cette autorité politique. Et donc ce congrès, effectivement, si c'était un vrai congrès, moi je pense qu'ils auraient pu régler le problème. Et si tous les protagonistes importants qui avaient une comment dirais-je, une expérience, on a vu hein, quand on regarde les gens qui ont assisté donc à ce congrès, on voit bien que les principaux protagonistes qui avaient des choses à dire, ils n'étaient pas là. Et ce qui nous renvoie un peu à la situation actuelle du Hirak. Parce que c'est ça la question. Parce que c'est ça la question. La question, c'est pas, quand il y a une situation de crise, on a tendance à dire comme quoi il faut la dépasser par une initiative positive. D'accord, c'est possible. Mais encore faut-il que l'initiative les tkharrajha, pour dépasser une situation de blocage, une situation d'impasse ou là une situation d'affaiblissement ou autre, il faudrait aussi l'accompagner avec la pédagogie politique et bien entendu l'argumentation et la discussion, parce que c'est des hommes qui agissent, c'est des femmes et des hommes qui agissent, donc il y a besoin de conviction. Surtout dans des situations comme celle-là, il n'y a pas besoin d'avoir un oui. Un oui ne veut rien dire. Par contre, une conviction d'aller dans un sens, même si c'est limité, même si c'est juste pour faire un petit chemin, il est plus important que d'avoir un oui ou là une signature. Rona, donc, il nous a parlé donc, de ce document qui a été signé au Caire. Quelle valeur a un document signé même par des responsables politiques, hein. J'ai entendu les noms qu'il a cités, c'est pas des gens, c'est de grands responsables politiques, c'est pas n'importe qui. Mais la signature d'un document comme celui-là, quelle force il a par rapport à toutes je dirais, les forces qui étaient engagées sur le terrain de la lutte armée. Parce que le 1er novembre, tous ceux qui sont engagés dans cette action, ils se sont retrouvés, bien sûr, avec, d'une part, donc c'est des militants qui étaient habitués à faire de la politique, donc à traiter les problèmes par la discussion, par le débat, et à agir de manière, je dirais, démocratique, parce que chacun dans son parti avait quand même un minimum donc, de règles démocratiques. Et là, on commence la guerre et là, c'est d'autres moyens. Donc, il y a autre chose qui vient au-dessus de la politique. C'est les gens qui ont la force, le rapport de force. Et c'est pour ça que dans le Hirak aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on fasse, même si ce n'est pas une lutte armée, c'est une lutte pacifique, c'est une lutte politique, c'est une lutte démocratique. Il ne faudrait pas que le rapport de force soit un moyen de dépasser une supposée impasse du Hirak. Moi, je pense que le Hirak n'est pas dans l'impasse. Personnellement, je vois un peu ce qui se passe, on suit un peu. Il y a une vraie dynamique, de construction, de structuration, de discussion, de débat. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent.
C'est pour ça que ce type de débat est très important, justement. Justement, on participe à cette construction de cette force qui est horizontale et qui concerne la totalité des citoyens algériens, parce que la révolution, c'est pas seulement Alger ou la Borj Bararij ou la Constantine ou autre. Non, la révolution, elle est un processus qui est dynamique, qui englobe la totalité des Algériens là où ils sont. Nous en France, on n'est pas comment dirais-je, on n'est pas à la marge, on est en plein dans la révolution. Avec là où on est, avec les moyens que nous avons. Donc, on est totalement impliqué. Donc, ce débat, il commence, à mon avis, il est très important pour que justement les gens, là où ils sont, puissent dégager leur propre structure. Parce que la façon dont nous, on structure, par exemple, en France, obéit au pays dans lequel on vit. Mais en Algérie, la façon dont les gens vont se structurer à Oran sera différente de la façon dont les gens vont se structurer, par exemple, à Tougourt. Et ce sera différent dans la façon dont ils vont se structurer à Tizi Ouzou. Parce qu'il y a des microcosmes politiques en Algérie qui sont dus, effectivement, à notre histoire. Vous avez des endroits aujourd'hui où les gens se rassemblent, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi, devant le tribunal de Tizi Ouzou, depuis hier, il y a des rassemblements pour la libération des détenus politiques. Il y a des centaines de gens qui sont là. Et c'est un appel qui a été fait par des comités qui sont de différentes obédiences idéologiques et qui organisent cette activité. Ce type d'action ne peut pas être organisé à Tamanrasset. Et il faut bien le comprendre parce que c'est pas la même chose. Premièrement, le terrain n'est pas le même, le système, comment il est organisé, donc à Tamanrasset et toute la logistique qu'il met en place pour empêcher toute expression libre et démocratique n'est pas la même, et la tradition d'organisation, la même chose, n'est pas la même. Donc, il y a besoin d'une période de maturation, de discussion, de débat, et aussi d'enrichissement mutuel entre les différents acteurs, les différents comités, les différentes organisations, les différents partis, les différents syndicats, pour que justement ce mouvement d'ensemble, qui est dont la force, effectivement, c'est les millions, puisse trouver à un moment donné, à mon avis, un terrain d'entente, une cohésion sur une plateforme minimale, des objectifs qui sont des facteurs d'unité. Parce que moi, je suis persuadé que on a fait un très grand chemin. Moi, je suis un militant, je viens de Tizi Ouzou, donc je connais un peu certaines spécificités. Et il y a des moments où on avait frôlé, je dirais, l'irréparable dans l'histoire moderne de l'Algérie. Et ce processus, ce hirak de février 2019, il a fait quelque chose qui est fondamental. Il a acquis un palier, celui de l'unité du peuple algérien, pour aller vers une Algérie de progrès et une Algérie d'émancipation. Je pense qu'il y a besoin de consolider, de ne pas se précipiter, de consolider cet acquis. C'est vraiment fondamental. Il s'agit de l'avenir de l'Algérie. Ce n'est pas une question de pouvoir, ce n'est pas une question de place, ce n'est pas une question de gouvernement. Non, c'est une question de nation qui est en train de se reconstruire sur de nouvelles bases. Et c'est pour ça que, à mon avis, il y a des moments, contrairement par exemple à 56, effectivement, où il était vraiment urgent d'organiser un vrai congrès, je pense que le Hirak aujourd'hui n'est pas prêt à faire ce type de discussion. Ce n'est pas le moment d'aller vers un congrès. C'est le moment d'échanger, de débattre et de construire des unités d'action sur des questions qui sont fondamentales et qui sont partagées par tout le monde afin de consolider et de renforcer cet acquis qui est celui donc de l'unité de tout le peuple algérien pour aller vers une issue démocratique et de progrès.
Je vais juste vous poser une question par rapport à ce que vous venez de dire. Si vous dites par exemple que il faut pas précipiter et tout ça pour le Hirak, est-ce que vous pensez pas par exemple que l'affaiblissement du Hirak, il va, on va dire, il va remettre les choses comme avant. Il va un petit peu, on va dire peut-être casser l'unité qui a été créée par le Hirak. Je ne pense pas. Je pense que quand on regarde l'histoire de toutes les révolutions, moi, je suis d'accord avec les historiens, les politiques qui disent que la révolution algérienne, elle a commencé en 1945. C'est un processus. C'est un processus, bien sûr, avec une succession de luttes, de victoires et peut-être comment dirais-je, de demi-victoires et autres, et qui, à un moment donné, bien sûr, trouve la voie de la victoire. Donc, je ne pense pas. Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Je pense que aller se précipiter et ne pas donner le temps, par exemple, aux régions du Sud, de s'organiser et de s'impliquer complètement dans ce processus avec leurs représentants, avec leurs organisations, et pour qu'on puisse voir comment les aider. C'est très important. Il ne faudrait pas qu'il y ait une domination du Nord sur il faut faire, c'est des choses qui sont importantes. Cette problématique a été l'un des facteurs de l'éclatement ou des problèmes à l'intérieur de la révolution algérienne de novembre 1954. C'est pas une petite chose. On n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit sur la question de novembre 1954. Parce que l'un des éléments aussi qui a déséquilibré, qui a posé des problèmes, c'est le fait que Karim Belkacem, avec ses maquisards depuis 1945, lui, il a dit, moi j'ai commencé déjà la guerre. Et d'autres arrivés en 1954, bon, ils cherchaient encore quelques éléments pour constituer une petite katiba. Et ça a fait une situation problématique. Encore une fois, moi je voudrais pas apparaître comme ça. Je juge pas, c'est pas ça. Mais il faudrait pas qu'on refasse les mêmes erreurs. C'est pas normal qu'il y ait un congrès, qu'il y ait une réunion du Hirak sans qu'on voit un targui, sans qu'on voit un noir, sans qu'on voit. C'est pas un noir qu'on ramène comme à l'époque du FLN. Hein. Il faut pas que ça soit ça. Il faut qu'on soit quand même qu'on tire les leçons des erreurs du FLN. C'est très important. Ce sont des choses qui sont. On va les payer sinon. On va les payer très cher. Comme sur la question de la Kabylie, on paye très très cher une erreur politique parce que le mouvement national n'a pas été capable d'apporter une réponse politique juste à un problème sérieux qui était posé. Ça ne veut pas dire qu'il fallait dire oui à tout, c'est pas ça, mais il fallait apporter une réponse politique et non pas une réponse disciplinaire. Encore une fois, la structuration du Hirak aujourd'hui, c'est poser la question de la révolution sous une forme organique. Le problème n'est pas organique aujourd'hui. Le problème, il est éminemment politique. Oui, à quoi nous avons affaire? Est-ce que nous avons affaire à un gouvernement? Est-ce que nous avons affaire à une APN? Est-ce que nous avons affaire à un Sénat? Est-ce que nous avons affaire à un état-major? Ou est-ce que nous avons affaire à un système qui a été construit d'une manière mais machiavélique et on est devant un monstre dont certains, je pense, n'ont pas saisi la totalité donc de toutes ces ramifications. Et je pense il touche la totalité de l'Algérie, il touche la totalité des Algériens, et il les touche différemment. Parce que la façon dont Tamanrasset est gérée, la façon dont, je ne sais pas, la Kabylie est gérée, la façon dont Oran est gérée est différente. On revient encore une fois au problème donc du congrès de la Soubam, la révolution. Donc chacun dans les différentes wilayas, chacun gérait son maquis selon son expérience, selon comment il voyait les choses.
où vous avez par exemple la responsable d'une wilaya qui vient d'une wilaya, qui passe par une autre wilaya et qui trouve certaines choses qu'il considère qui sont fausses. Peut-être qu'elles sont fausses, peut-être qu'elles sont pas fausses, je ne sais pas. Et qui donne, comment dirais-je, qui exprime un point de vue, et ça crée des animosités, des problèmes après qui se transforment en véritables affrontements. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe donc, de la période dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas à la période où il faut structurer le Hirak. Nous sommes dans la période où il faut appeler les citoyens algériens à s'organiser en comité, en collectif, en syndicat, en parti, ce qu'ils veulent, et commencer à discuter. On voit ici en France, avec la majorité donc des gens qui sont organisés en France, ce sont des cadres, ce sont des ingénieurs, ce sont des médecins, ce sont des professeurs. Mais on voit les débats que nous avons dans cette. Mais c'est quand même très, très difficile. Il reste un chemin, il reste beaucoup de chemin à faire avant d'arriver à structurer. Quand vous voyez, par exemple, ici, en France, quelqu'un qui ne connaît pas l'Algérie, il va parler à une télévision qui est captée sur les 5 continents. Et il ne sait pas ce que c'est que l'Algérie, je vous le dis. Moi, j'ai écouté, il ne sait pas ce que c'est que l'Algérie. Ça fait mal quand même. Ça fait mal. Parce que normalement, lui-même, il ne devrait pas accepter. D'accord. Donc, nous sommes dans cette situation-là. Attention, parce que ce genre de choses provoque des fractures avant qu'on commence déjà à construire les fondations. Donc, ok. Merci, monsieur Yafsah, merci. Atman, bon, monsieur Yafsah, c'est pas le moment pour s'organiser, yani le Hirak ou lancer une initiative ou quoi que ce soit. Il faudra d'abord, on va dire, s'organiser localement. وش رايك عثمان, est-ce que le Hirak est-ce que le Hirak a besoin d'une organisation et on va dire on va dire un congrès comme la SOMAM ou Merci Badri. Alors si je comprends bien ce que vient de dire notre ami Mourad, il dit précisément qu'il n'était pas nécessaire de structurer, mais pas d'organiser. Enfin, il n'a pas nié l'organisation, au contraire. Donc la structuration veut dire quoi? Ça veut dire faire un organigramme au Hirak. Donc faire une organisation, je dirais, relativement pyramidale, relativement, je dirais, sectorielle du Hirak, avec quelque part une organisation qui s'occupe de la politique, une organisation qui s'occupe des questions de logistique et de finance, une organisation qui s'occupe des questions de communication. Donc ça, c'est la structuration du Hirak. Par contre, l'organisation, c'est-à-dire notre capacité à produire des idées, à produire des convergences, à mobiliser avec nos frères et sœurs, nos concitoyens, puisque bon, beaucoup d'Algériens sont avec le Hirak dans le cœur, mais tout le monde n'est pas dans l'action, tout le monde n'est pas dans le militantisme, je dirais, le plus visible, pour différentes raisons. Parfois parce qu'il y a un manque de lisibilité vis-à-vis des objectifs ou bien des méthodes ou de l'opérabilité politique du Hirak. Donc oui, là je rejoins tout à fait ce que vient de dire notre ami Mourad Yefsah. On a un besoin de débat, on a un besoin d'organisation au sens de convergence politique, d'objectifs et d'actions, c'est-à-dire en termes de définir quels sont clairement nos objectifs à court terme, à moyen terme et j'espère pas à long terme, mais en tout cas dans le temps, et puis quels sont les moyens qu'on doit mettre ensemble pour y arriver. Donc ça, c'est une organisation du Hirak plutôt horizontale, puisque le temps n'est plus à la verticalité.
c'est vrai que une des caractéristiques qu'on peut donner peut-être au Congrès de la Soumane, c'est une volonté d'organiser, et c'était dans l'air du temps, hein, et puis l'exigence de la Révolution probablement. Hein. Il y avait peut-être, moi j'en saurais pas en témoigner puisque j'ai pas nécessairement vécu cette histoire, c'est l'histoire de nos parents, mais il y avait peut-être un besoin d'une organisation beaucoup plus structurée de la Révolution. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre temps. À l'époque, on avait la révolution armée avait comme besoin d'arriver à l'indépendance, d'arracher notre indépendance. Nous avons aujourd'hui le besoin d'organiser notre démocratie. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes objectifs. L'organisation de la démocratie, c'est d'organiser le débat, l'organiser le respect des convictions démocratiques des uns et des autres, et notre capacité à construire des compromis politiques. C'est assez différent de ce qu'ont vécu nos pères et nos mères de la génération passée, qui avaient une obligation impérieuse d'arracher coûte que coûte notre indépendance. Nous avons peut-être nous avons plus de temps, nous avons notre combat qui est pacifique, nous avons des outils qui sont probablement de communication très différents, de médiatisation très différents, d'outils politiques qui peuvent être totalement à notre portée aujourd'hui par rapport à ce qu'ont vécu les grands hommes qui ont fait la Révolution. Donc nous sommes très très loin hein, d'égaler ce qu'ont fait les générations passées, mais nous avons un besoin d'organisation. Voilà. Merci عثمان merci. بون نرجع للاخ محفوظ. وش رايك يعني هل ترى الحراك اليوم محتاج يعني مؤتمر شامل ولا محتاج يعني تنظيم، محتاج مبادره تجمع الجزائريين، والا كما قال الاستاذ ياس صح مازال ماهوش الوقت تاع هذا الشيء؟ محفوظ؟ انا اعتقد باللي كما كانت يعني ثوره التحرير يعني كانت يعني في حاله يعني انه يجب تنظيمها وهيكلتها، ولكن كذلك اليوم الحراك لابد من العمل على التنظيم، وليس بالضروره بنفس الادوات ونفس الوسائل ونفس الاهداف، لان فيه اختلاف نوعا ما، يعني اختلاف يعني جذري، لان هذه كانت ثوره مسلحه، اليوم راهي ثوره سلميه شعبيه. يعني الاداه ولا منهج التغيير مختلف تماما، ولكن فيه تشابهات كذلك فيه العمل السياسي. يعني ماهوش ثوره التحرير ما اقتصرش على العمل العسكري فقط يعني والكفاح المسلح، وانما استعملت ادوات اخرى، استعملت العمل الدبلوماسي، العمل السياسي، العمل يعني وسائل اخرى، التوعوي للشعب، يعني المظاهرات السلميه، يعني هذه كلها استعملتها الثوره، يعني ما اقتصرتش فقط على العمل المسلح. اليوم يعني احنا في الغالب حنايا المنهج الذي اختاره الشعب الجزائري اليوم هو الثوره الشعبيه السلميه. هذه الثوره يعني احنا باش نستفادوا من ثورات الربيع العربي التي اندلعت والتي كلها اخفقت يعني باسباب داخليه وخارجيه والتآمرات العالميه، ولكن من بين السبب الرئيسي يعني كانت ثورات عفويه شعبيه بدون تنظيم، بدون يعني قيادات، بدون يعني خطه واضحه لتجمع كل اطياف اللون السياسي المتواجده واللي شاركت في الثوره. اليوم يعني احنا رانا في وضعيه اللي تقتضي منا مبادره من اجل تجميع الإيرادات، تجميع الفعاليات، تجميع النشطاء على اساس نقاش حقيقي وحر من اجل يعني النظر في مصير يعني هذا الحراك، يعني كيف يعني ادارته. يعني لابد من النظر في كيفيه اداره الصراع مع هذا النظام، يعني ما هي الوسائل، ما هي الادوات، ما هي المنهجيه، ما هي الخطه، يعني ثم ما هي النظره تاعنا لبناء الدوله، كيف نتوافق على بناء الدوله يعني والنظام السياسي المنشود، ما هي المبادئ
التي يحكم هذا النظام السياسي؟ ما هي يعني الأهداف الأساسية لهذه الثورة؟ ما هي يعني الأسباب التي يعني أدت إلى الشعب باش يعني يخرج ويثور ضد هذا النظام؟ هذه كلها لابد من يكون في نقاش. هذا النقاش سيتوج يعني لاحقا عاجلا أم آجلا إلى يعني مشروع سياسي وطني يضم يعني كل الفعاليات، كل أطياف اللون السياسي. إذا كنا بغينا يعني كانت إرادة يعني حقيقية صادقة من أجل إنجاح ثورة الشعب الجزائري وإنجاح هذا الحراك، باش ينتقل هذا الحراك من يعني حراك شعبي يعني غير منظم إلى ثورة حقيقية بأهداف واضحة ومنهج واضح يمتلك عناصر القوة لفرض يعني تغيير ميزان القوة لصالح الشعب من أجل تحقيق أهداف الحراك، وهو يعني إقامة يعني دولة القانون، دولة الحق، دولة الحريات، دولة فيها التداول السلمي على السلطة، فيها سيادة القانون، فيها دولة مدنية لا دخل للعسكر فيها. هذا هو يعني ما يمكن يعني يكون فيه نقاش وحوار بين يعني أطياف اللون السياسي والنشطاء السياسي. إذا كان ثورة التحرير يعني ما حققتش أهدافها، حققت فقط يعني رحيل الاستعمار، ولكن بقات الاستعمار بقى اليوم يعني بقى النظام العسكري يعني المباشر مشى، يعني المنظومة الاستعمارية المباشرة مشت، ولكن بقات الجزائر تحت الهيمنة الاستعمارية الفرنسية. هذه واحد ما ينكر ذلك، يعني أنا نشوفه حتى اليوم يعني راهي تحت. وهذا بفعل يعني أنه ربما لأسباب كثيرة ممكن هذه مش يعني موضوع الحصة، لكن نقولوا باللي يعني التنظيم، والتنظيم مش معناه يعني هيكلة يعني ستركتوراسيون قال يعني، ولكن إنما هو عمل توعوي، وعي، عمل يعني تنشيط، عمل يعني تحفيز للطاقات الكامنة في الشعب الجزائري لكي تتحرك، وثم لإعطائها الأمل ثاني من خلال يعني معالم في الطريق، معالم واضحة يعني متفق عليها باللي يعني الشعب يعني باللي يعني القدرات الجزائرية يمكن أن تتوافق على مشروع سياسي وطني من أجل بناء دولة حديثة، دولة يعني يكون فيها يعني كل الجزائريين يجدون أنفسهم فيها، يشاركون في بنائها، يشاركون في بناء النظام السياسي الذي يعقب هذا النظام الديكتاتوري المستبد. هذا هو المشروع الذي لازم اليوم يعني لي غران شونتي لازم يتفتح في كل مستويات، يعني ما يبقاش يعني محصور في فئه قليله في ليليت، ما يسمى بليليت النخبه. لا يفتح على كل المستويات. لابد من اشراك كل العناصر التي راهي خرجت بقوه في الحراك، حتى الناس اللي ما يخرجوش لازم ثاني نقنعوهم باللي فيه مشروع، باللي لازم نحن نعاملوا على بلورة مشروع وطني يكون يعود بالفائده علينا وعلى ابنائنا. هذا هو مع اعطائهم الامل بانه يمكن تحقيق الاهداف هذه، وهذه الاهداف لا تتحقق الا بذا يعني ارسينا واقمنا يعني تنظيما حقيقيا يجمع كل فرقاء الثوره وفرقاء الحراك. شكرا أخ محفوظ. شكرا Badri, oui. si tu permets de m'accorder 2 minutes, il y a un témoignage de Aït Ahmed que j'aimerais lire. Juste, Oui. est-ce que tu peux réparer juste le son parce qu'il Le y a, son, oui. il y a un petit retour. Il y a un petit décalage. Ouais. Là, tu m'entends? Oui, je t'entends là, c'est bien. Voilà. Moi, j'aimerais vous lire, si vous permettez, le témoignage d'Aït Ahmed. On connaît tous la dimension de ce géant dans l'élaboration et puis dans son militantisme au moment de la Révolution et puis pour la démocratie. Souvenons-nous qu'Aït Ahmed, l'Ahwal lui avait demandé un rapport en 1947 sur la Révolution armée et le fameux rappeur Zeddin, et qu'il fut un acteur majeur jusqu'en 56, jusqu'en octobre 56 et son arrestation au piratage d'avion le piratage par l'armée française de l'avion du FLN. Alors, je voudrais vous lire son témoignage au 40e anniversaire de l'indépendance. Donc en 2002, à une interview
qu'il a faite au quotidien d'Oran. Donc le journaliste lui pose la question, que fut réellement le congrès de la Soumam? Un renforcement de la révolution ou une déviation? Hossein Aït Ahmed répond, le fait de poser cette question près de 40 ans après la tenue de ce congrès me paraît sidérant. Autant soulever la même question sur le rôle du 1er novembre 1954, au moment même où l'Algérie vient de célébrer le 40e anniversaire. Soyons clairs, je ne me suis jamais considéré comme un historique. J'en ai assez souvent martelé les raisons pour ne pas avoir à les rassasser aujourd'hui. Permettez-moi de les résumer en une seule phrase. La guerre de libération n'est en aucune façon réductible à un appareil, à un parti, encore moins à un homme, un complot ou une coterie. Quels que soient par ailleurs les rôles des uns et des autres, assumés dans des périodes et des étapes données. Pas plus que je ne suis spécialiste d'étiologie, terme barbare pour dire philosophie politique. Je vous livre donc un témoignage plus existentiel que théorique. En tant que militant de terrain, je m'interroge d'abord sur le sens des événements que recouvrent les mots. Ces deux tournants politiques ne sont pas des météorites tombés du ciel. Leur restituer leur signification et leur portée exige le rappel, faute d'analyse, des causes et des enchaînements politiques qui les ont créés. Le déclenchement de la lutte armée en Algérie le 1er novembre 1954, a été bien sûr déterminé par la radicalisation des combats patriotiques en Tunisie au Maroc. Le rêve d'un soulèvement maghrébin généralisé était à nos portes. Mais l'annonce de la lutte armée en Algérie est fondamentalement la résultante de la poussée populaire en travail depuis les répressions coloniales sanglantes de mai 1945. N'oublions jamais les dynamiques sociales profondes dont la personnalité et les partis ne sont souvent que la face visible de l'iceberg nationaliste. C'est vrai que les formations politiques ou religieuses, le PPMTLD, l'UDMA, le PCA, les oulémas, s'étaient coupés des masses, tellement leur stratégie légaliste leur paraissait dérisoire et sans issue. C'est elles qui, de surcroît, ont payé les notes douloureuses, notamment à chacun des scrutins grossièrement truqués sous le règne de Najlan. La formule élection à l'algérienne était devenue proverbiale en France, même à la moindre anicroche touchant le suffrage universel. Formule ô combien prémonitoire. Ce jeu de toboggan piégé et savonné qui ramenait toujours au point de départ avait fini par excéder nos compatriotes. Ne nous appelez ni à l'abstention ni à la participation électorale, donnez-nous des armes. Ce message nous parvenait de partout. C'est à ce message qu'a finalement répondu l'appel du 1er novembre. Donc voilà, je voulais absolument vous partager, beaucoup l'ont déjà lu, mais ce message qui est d'une acuité politique extraordinaire, puisqu'il reflète malheureusement la réalité de l'Algérie et des élections à la Nagelan en 2020, malheureusement. Voilà. Merci Badri. Merci à toi, Atman. Bah, comme tu as la parole, alors je vais te poser la question. Bon, on va نرجعوا للمؤتمر الصومال. Atman, est-ce que tu peux nous dire comment ça a été les préparations pour organiser le congrès? كيف كانت التحضيرات يعني باش تنظم المؤتمر الصومال؟ Avant de te répondre à la question, Badri, je voudrais juste confirmer avec Mourad s'il a encore un peu de temps pour rester avec nous. Parce que je sais qu'il a une contrainte. Mourad, je vais rester encore une demi-heure. Très bien. Je vais prendre mon temps alors. Ah non, laisse-nous un peu de temps avec Mourad. Non, je plaisante. D'accord. Bon, c'est une question très très importante, Badri. Bon, le congrès de la Soumam est un événement majeur de la Révolution. Il est un des artisans fondamental de ce congrès-là, en tout cas le plus charismatique, en tout cas le plus visible, puisqu'il y a beaucoup de chevilles ouvrières qui ont travaillé dans l'ombre, il ne faut pas les oublier, fut Abdel Hamdan. Feu Abdel Hamdan,
Bon, il ne faut pas oublier qu'à la libération de Abdel Hamdan, il fut recueilli par un grand militant du PPA-MTLD en février 1955, que fut Rabah Lakhdar à Belcourt, qui lui présenta tout l'aéropage, en fait tous les nationalistes, tous les partis politiques, tous les gens qui comptaient. D'ailleurs, la formule que tout le monde répète que lui aurait tenue à Ben Hamdan est « présentez-moi tous les gens qui comptent ». Voilà. Et donc, Ben Hamdan a eu accès à travers le grand militant qui est très discret, qui était Rabah Lakhdar, qui est mort il n'y a pas très longtemps, accès à beaucoup de contacts des nationalistes qui, pendant des dizaines d'années, ont tissé des réseaux, tissé des liens, tissé des soutiens, que ce soit en termes de partis politiques, d'organisation, de logistique, de financement, etc. Donc, il a eu de cette manière l'occasion de rentrer en contact avec à Belcourt, donc dans le domicile de Lakhdar Rabah, de beaucoup d'acteurs de ce qui se faisait à l'époque dans le mouvement national. Donc, il y avait quelques acteurs qui étaient liés aux centralistes, quelques acteurs qui étaient liés au Parti communiste, quelques acteurs qui étaient anciennement liés au PPA, bon, voilà, version PPA, hein, pas nécessairement MTLD. Notamment, je cite Moufdi Zakaria, qui a rédigé l'Union nationale. Donc, pendant des années, voilà, je dirais même 1 an et demi, la cheville ouvrière du FLN, qui était à Ben Hamdan, a de cette manière-là demandé à différents nationalistes de abandonner quelque part leur mouvement politique, en tout cas les appareils qui étaient considérés inutiles du fait de la révolution armée, pour adhérer au FLN. Et donc, cette phase de préparation était une manière pour le FLN, en tant qu'organisation politique, de naître des individualités de différents grands hommes du mouvement national. Et nous citons, par exemple, la rencontre avec Farhad Abbas en mai 1955, la rencontre avec Ammar Houzen donc en mai-juin 1955, bien évidemment avec M. Hadjaras, la rencontre avec, on a cité Moufdi Zakaria, la rencontre avec Ben Khedda à la libération de Ben Khedda de prison en avril 1955. Donc voilà, alors les deux premiers sont 56, hein, excusez-moi, 1056. Donc voilà, il a eu accès à travers des militants du mouvement national à voilà, tout ce qui a été cumulé et accumulé, capitalisé, je dirais, à l'intérêt de la réussite de notre révolution. Et de cette manière-là, des commissions d'organisation du congrès ont été à ce moment-là mises en place, notamment une commission de rédaction politique dont on cite donc Ben Khedda en tant qu'acteur, bien sûr à Ben Hamdan, Ben Mehdi, et puis le parti, enfin bon, Ammar, hein, donc Imran, qui lui aussi a été un des rédacteurs, hein, des résolutions, en tout cas des propositions du Congrès national. Donc voilà, c'était un long processus de préparation dans une période de guerre où les communications étaient difficiles, où Ben Hamdan, se trouvant à Alger, principalement à nouer des contacts avec plutôt des acteurs du centre, mais voilà, avec des difficultés aussi de contacter d'autres acteurs, notamment des acteurs à l'étranger, qui, bon, on peut le dire, se sont opposés par la suite, mis à part Aït Ahmed, à certains des résolutions du Congrès national. Donc voilà, c'était dans la douleur que s'est organisé ce congrès. Je ne m'attarderai pas nécessairement sur le côté sécuritaire,
puisque organiser un congrès de ces dimensions et de cette importance politique en Algérie était un vrai défi. Le congrès, la vallée de la Soumam a été le deuxième choix, hein, puisque le premier choix aurait été débusqué par l'armée française suite à la perte d'un âne qui contenait des tracts et donc qui est tombé aux mains de l'armée française. Et à ce moment-là, on a cherché une deuxième solution et ça a été la Soumam. Voilà. Merci. Bah, il y a plein de versions. Alors, il y a la version le Berla, il y a la version, je ne sais pas. Mais bref, ce n'est pas notre sujet. Merci, Athman. Bah, نرجع l'Oustaz Yefsah. Monsieur Yefsah, à votre avis, quels étaient les outils pour organiser le congrès de la Soumam et les moyens qu'ils ont utilisés en cette période? Oui, je pense que premièrement, il faut situer le contexte. C'est-à-dire que quand on parle d'un congrès, on a tendance un peu à nous mesurer un peu à ce que fait un parti normalement, quoi, un congrès. Non, ça, je sais. Oui, parce que beaucoup de jeunes Algériens, quand ils entendent congrès, c'est comme si c'était un congrès comme ceux qu'on organise normalement. C'est en pleine guerre. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont pris les armes et qui luttent des armes à la main contre l'une des plus grandes armées du monde, qui avait donc des moyens, et donc les moyens dont disposait donc le FLN en 56 étaient loin de lui permettre donc d'organiser un congrès comme on peut le faire en situation. Donc, moi, je pense que les moyens dont ils disposaient, il y avait du point de vue politique, je pense qu'il y avait beaucoup de militants qui avaient de l'expérience, qui avaient une maîtrise de la situation, qui avaient beaucoup d'idées, je dirais, une vision claire de la situation. Mais à part que les conditions matérielles ne permettaient pas de les faire participer. Ce qui fait que quand on parle aujourd'hui des résultats du congrès, effectivement, le nombre de personnes qui ont participé à l'élaboration de ce congrès, parce que c'est ça le plus important. Ce qui est sorti de ce congrès, c'est quelque chose qui est très important. Ça a donné on peut dire, une ossature solide, puisqu'elle a tenu jusqu'à l'indépendance, une ossature à la Révolution. Il y en a qui parlent donc d'architecture. Et je pense que c'est pas… ça, c'est quelque chose de fondamental, bien que, encore une fois, les principaux, je dirais, dirigeants qui ont été à l'origine du déclenchement de la Révolution, je pense qu'ils n'ont pas tous pu participer et quand on voit par exemple les lettres qu'envoyait à Ben à l'extérieur pour exiger qu'ils viennent, etc., on voit bien qu'effectivement, il avait bien compris qu'il y avait besoin que ces éléments donc, de l'extérieur qui avaient accumulé l'expérience, qui avaient une vision donc, de ce qu'était la Révolution, des problèmes qu'elle rencontrait, il y avait besoin de débattre avec eux. Donc, le projet de charte qui était rédigé, Amos Gan, il explique qu'il est l'un des principaux rédacteurs et que Abban aurait rajouté juste des petites choses, etc. Cela veut dire que finalement, c'était pas, comment dirais-je, c'était pas un congrès. C'est pas dans le congrès qu'il y a eu l'élaboration. Et je pense qu'il y a peut-être aussi un défaut, c'est un peu un défaut donc des pays colonisés. On n'aime pas trop les textes. Il y a beaucoup de, il y a cette tradition. Tout à l'heure, Othman, il a parlé donc du rapport qu'a fait Ahmed Azedi.
qui est, je pense qu'il doit être l'un des principaux rédacteurs, mais je pense que c'est le produit d'une équipe. Quand on regarde, quand on est habitué à des congrès, etc., quand on voit ce rapport, sa richesse, la complexité donc des problématiques qu'il traitait, on voit bien qu'il y a une capacité d'élaboration. Et en tenant compte donc des différents aspects de la situation mondiale, de la situation nationale, les aspects politiques, les aspects militaires, etc. Quand on regarde effectivement les moyens qu'ils ont eus pour organiser, je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup de choses. Ils n'avaient pas beaucoup de choses comme moyen pour organiser. Ils se sont retrouvés, je pense, une quinzaine donc de dirigeants, essentiellement d'ailleurs des colonels. C'est-à-dire que, donc encore une fois, hein, même si effectivement ils avaient adopté donc les deux principes qu'on montre aujourd'hui comme étant fondamentaux, mais je pense que celui donc de la primauté donc de l'intérieur sur l'extérieur et du politique sur le militaire. Mais je pense qu'ils ont réussi dans ce congrès surtout parce que le problème était pressant, c'était donc la guerre. Ils avaient besoin d'une structuration donc de cette armée avec donc des référents uniques, avec je dirais donc des règles qui soient respectées et pour qu'il y ait parce que les soldats ils ont besoin de règles et de discipline. C'est pas le cas des politiques. Et là, par contre, quand on regarde toutes les règles qu'ils ont adoptées, etc., elles ont permis effectivement à ce que la guerre soit menée jusqu'en 62. Ce qui n'était pas le cas pour les politiques. En réalité, quand on regarde l'échec du congrès de Tripoli, c'est les politiques qui n'ont pas pu se mettre d'accord. Parce que les militaires, ils ont réussi à y aller, même si, bien sûr, la révolution, ce n'était pas seulement une question militaire. Mais les militaires, ils ont réussi à aller jusqu'à 62. Ils sont arrivés en 62 avec une armée qui était presque professionnelle. Par contre, les politiques, ils sont arrivés au congrès de Tripoli, ils étaient incapables. Ils ont été incapables donc de se mettre d'accord sur une plateforme. Ils ont été incapables de mettre en œuvre. Pourtant, la question, elle était au centre pendant 40 ans du mouvement national de redonner la parole au peuple. C'est-à-dire que et là, c'est vraiment très important cette question-là. Et je pense que ce problème vient de la confusion qu'il y a, et jusqu'à présent, elle existe. Moi, je le constate je discute avec beaucoup de militants d'autres partis qui ont d'autres expériences. Il y a une confusion à confondre la question de ce qu'on appelle du front unique, de l'unité d'action, comme étant un moyen, à un moment donné, sur une question donnée, mais librement, démocratiquement, on se met d'accord d'unifier nos forces pour avancer. Mais sans que chacun efface ses divergences, ses références culturelles, idéologiques, politiques, philosophiques ou autres. C'est une chose. Donc, fondre un ensemble de groupes, d'éléments dans un parti avec une délimitation imposée, etc., ça ne fonctionne jamais, ça ne peut jamais fonctionner. Et encore une fois, on revient au hirak. C'est exactement ça qu'il faut éviter de faire. Le débat doit être libre. La démocratie, c'est la liberté d'opinion. C'est fondamental. Les libertés politiques, les libertés d'opinion, c'est fondamental. Si tu délimites politiquement, organisationnellement les choses et que tu dis aux gens, allons-y maintenant, mettez-vous derrière moi et on avance, c'est pas ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, on peut se mettre d'accord sur dire par exemple,
moi, je suis pour l'Assemblée constituante souveraine. Hein. Je pense qu'on a raté l'indépendance de l'Algérie parce que cette option n'a pas été respectée jusqu'au bout. On n'a pas redonné la parole au peuple pour élire une vraie Assemblée constituante souveraine dans laquelle il y aura tout le monde et bien sûr, le débat prendra le temps qu'il faudra et sortiront ils auront le droit de faire des erreurs comme on en fait tous les jours. Moi, je pense que on peut se mettre d'accord pour dire, écoutez, la méthode pour arriver à une solution, c'est organisant des élections à une assemblée constituante souveraine avec bien sûr un suffrage universel, respect de la démocratie, respect des libertés d'organisation, de meeting, etc., égalité de chances, la proportionnelle intégrale et tout ça. Et cette assemblée, c'est elle qui aura tous les pouvoirs. C'est fini. On revient à 70, ils l'ont raté. Et on leur a donné de 62 à aujourd'hui, mais ça fait quand même 60 ans. 60 ans. On est devant l'inconnu. Vous savez que quand on regarde aujourd'hui, quand on essaie de faire des projections politiques, économiques et sociales, mais moi, il y a de quoi avoir peur dans une année, 200. Il y a de quoi? C'est énorme ce qu'il y a devant. Il n'y a pas aujourd'hui une autorité politique, quelle qu'elle soit, dans le système ou en dehors du système, capable d'affronter la situation qui va venir d'ici une année, 2 ans. En dehors, effectivement, d'une vraie assemblée représentative, une assemblée constituante qui aura tous les pouvoirs et qui vraiment, le peuple va sentir qu'elle la représente et qu'il lui fera confiance. Et ça, c'est fondamental, comme en 54, quoi. Le peuple a fait confiance aux gens qui ont dit « Allons-y, on fait la guerre et on ramène l'indépendance. C'est leur vie qu'ils ont mis en jeu. Il n'y a rien d'autre. Et donc, le peuple était obligé de leur faire confiance. Ils savent bien que ces jeunes-là, c'est leur vie qu'ils ont donnée pour l'indépendance. Et aujourd'hui, une assemblée constituante, c'est des élus qui vont dire on va donner notre vie pour l'Algérie de demain. Parce qu'on sait que ce qui va arriver dans 2 ans, ça va être très, très difficile. Parce que comment faire? C'est un vrai sujet. Bon, la proposition de la constituante, ouais, c'est-à-dire, c'est une question de méthode. Je dis, on peut se mettre d'accord sur une démarche, sur une méthode, comment, mais pas sur une solution ficelée, où on va dire, on va faire ci, on va faire ça, on va être dur, on va être souple, on va garder ça, on va pas garder ça. Ça, c'est des choses. Je pense que c'est pas la bonne méthode. Et je pense que, par exemple, en 62, c'est le fait de… voilà, ils ont tous dit, sans être d'accord, ils ont tous dit on va mettre en place le socialisme. Ils n'étaient pas d'accord, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on le sait maintenant qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc, bon, excusez-moi, monsieur Yafsah, mais 1962, peut-être on aura l'occasion d'organiser une émission parce qu'il y a plein de choses à dire et aussi à apprendre pour le Hirak. Il y a aussi le 62. Pour me résumer, effectivement, je pense qu'ils ont réglé beaucoup de problèmes. Effectivement, ils ont eu les moyens pour régler donc des problèmes qui étaient d'ordre donc l'organisation de la guerre. Mais je pense que sur la question politique, je pense qu'ils n'ont pas eu les moyens et tout ce qui était vraiment, je dirais, ce qui était nécessaire d'être là pour débattre et pour élaborer politiquement la solution, ils étaient pas là. Et c'est dommage. Ok, c'est dommage, ouais, c'est vrai. Merci, monsieur Yafsah. نرجع للاخ محفوظ. اخ محفوظ، يعني في رايك نبقاو في نفس السؤال، يعني واش رايك يعني في حسابك انت واش هما الاليات اللي كانت عند الاخوه يعني في اللي نظموا مؤتمر الصمام؟ كيفاش يعني تنظموا، كيفاش حتى وصلوا باش قدروا ينظموا مؤتمر الصمام؟ يعني السبب مهما تكون تنظم مؤتمر كما قال الاخ يفصح في وقت حرب ماهيش حاجه سهله. واحد يعني يعترف لهؤلاء الاشخاص يعني باللي يعني حقه معجزه، يعني تنظيم مؤتمر
داخل الوطن في اون بلان غار، يعني في حرب، يعني اثناء حرب، يعني ضروس، يعني امام من احدى امام ضد احدى اكبر القوات العسكريه في العالم، مؤيده من طرف الحلف الاطلسي. يعني هذا نتيجه عظيمه، يعني بيجتمعوا في قلب الجزائر، يعني في وسط الجزائر، يعني ماشي في الخارج. ولكن هم استعملوا الادوات التي كانت متاحه، يعني الاتصالات مع المختلف الفاعلين على مستوى المناضلين القدامى المعروفين على الساحه في الداخل الجزائري. ربما يعني لماذا ما شاركوش كل يعني الولايات في هذا المؤتمر؟ لماذا ما شاركوش نتاع الخارج يعني في هذا المؤتمر؟ ربما هذه واحد يطرح هذه الاسئله. ربما الجانب الامني، ربما الدخول تاعهم ربما كان فيه مخاطره بحياتهم، او لا يعني فيه يعني اختلافات في النظره ولا في التصور حول مصير الثوره وكيفيه ادارتها. هذا الامر يعني احنا ما نقدرش نقراو النيات تاع الاشخاص، ولكن من حيث يعني الواقع كانت يعني فتره صعبه جدا بتنظيم مؤتمر داخل ارض الوطن. يعني نعرف باللي كما قلت الساعه كانوا يعني مختلف اطياف اللون السياسي في الحركات الوطنيه المختلفه كانوا في القاهره ووقعوا بيان وقع. يعني لماذا ربما لم يستدعوا هؤلاء الى الحضور، او ربما لماذا لم يتم المؤتمر خارج ارض الوطن لاشراكهم باش يكون اكثر تمثيل بين الداخل والخارج؟ يعني هذه كلها مسائل ولا اسئله يعني شرعيه يمكن واحد يطرحها باش يكون يعني باش ما يكونش يعني فيه يعني تساؤلات ولا ربما رفض وربما امتعاض من قرارات مؤتمر الصومال. وهذا نعرفوا باللي فيه يعني كاين بعض يعني الجهات رفضت. يعني احنا هذا ما نتكلموها في الحلقه الثانيه اللي خصوها لمؤتمر الصومال. اليوم فيه يعني هذا العمل تاع التجميع، هذا عمل بحد ذاته، يعني عمل يعني ايجابي، عمل فعال، عمل يعني هو الذي يؤتي بالنتيجه مهما كانت يعني محدوديته. يعني مجموعه منظمه حتى لو كانت صغيره خير من يعني اطياف كبيره، مجموعات كبيره ولكن غير منظمه، غير متسقه، غير موحده. هذا هو من باب يعني البديهيات. لذلك يعني احنا عندما نرى باللي يعني الاسقاط تاعو على الحاله الراهنه اليوم، يعني انه يعني لقاء الجزائريين في نقاشات هؤلاء الجزائريين من مشارب مختلفه، من تيارات مختلفه، من اتجاهات سياسيه او ايديولوجيه مختلفه، هذا في بحد ذاته يعني شيء ايجابي، لان النظام هذا عمل منذ 62 على تفرقه الجزائريين، يعني عرقيا، لغويا، ايديولوجيا، سياسيا، وتخوين بعضهم البعض، واحداث الفرقه، واحداث الاختلافات، واحداث التخوين والشيطنه وغير ذلك، وجر بعضهم الى مربع السلطه عن طريق الاغراءات، ولا عن طريق يعني اللي يرفض هذه الاغراءات يعني ممكن بالتهديدات والتصفيات والسجون والمعتقلات. يعني هذا تجاوز هذا الحاجز النفسي، بحيث يعني اصبح الجزائريين اليوم يتناقشوا، يعني تشوف من مختلف التيارات، من مختلف يعني التوجهات. هذا شيء ايجابي وشيء عظيم يمكن يبنى عليه مستقبلا من اجل تحقيق يعني تفاهمات، من اجل تحقيق يعني توافقات يبنى عليها لتحقيق المشروع الوطني لبناء الدوله الحديثه الجزائريه الحديثه. لانها ماشي بالضروره احنا نتسناو يعني قال يعني غير وين تبلور الحراك، تقوى الحراك ونضج واصبح قوه ضاربه باش الناس لازم تجتمع. لا بالعكس، احنا نطالبوا اليوم كل الجزائريين يشاركوا في هذا الحوار الوطني، كل واحد بحسب قدراته وحسب يعني معلوماته، حسب يعني امكانيته تقديم الاضافه، يعني حتى يتبلور هذا المشروع الوطني. ما هوش مشروع يعني النخبه كما قلت سابقا، يعني كل اطياف الالوان السياسيه
وكل النشطاء اليوم رانا نشوفوا يعني شفنا في الحراك يعني ناس يعني ما كناش نتصوروا يعني ناس يعني يعني يكون بهذا المستوى تاع الوعي ومستوى تاع التحليل ومستوى تاع حتى من خلال الشعارات يعني الشعارات المرفوعه يعني تعبر بحق يعني وبصدق يعني عن مشروع سياسي عن قواسم مشتركه عن مبادئ جامعه لهذه الثوره يعني وبالتالي كان لازم النخبه تستثمر في هذه المشتركات في هذه المبادئ الجامعه تحول هذا الزخم الثوري هذا الزخم المجتمعي وهذا الزخم تاع الحراك الى مشروع وطني جامع يعني يقدر يكون منافس للسلطه لمشروع السلطه الذي يريد ابقاء الاوضاع على حالها وادامه النظام الاستبدادي الى اطول مده ممكنه. الحراك لازم ينتج افكار ينتج تصورات ينتج يعني مشاريع وفي الاخير ستلتقي ان شاء الله الايرادات من اجل بلوره من المشروع الوطني. يعني الادوات اللي استعملوها انذاك يعني هو الاتصالات الشخصيه الاتصالات الفرديه الاتصالات مع مختلف الاطياف لجرهم ولاقناعهم بضروره التنظيم بضروره العمل المشترك الوطني الموحد من اجل تحقيق هدف واحد وهو الاستقلال. احنا هذه لازم كل واحد في الحراك لازم تكون عنده هذه النظره هذه المسؤوليه باش يقنع بقيه النشطاء باش يتعاونوا ويجتهدوا ويعملوا مع بعض من اجل هذا المشروع من اجل التوحيد من اجل الالتقاء من اجل التوافق على الهدف وهو بناء يعني نظام ديمقراطي تعددي تكون فيه يعني السياده الكامله للشعب الجزائري. شكرا اخ محفوظ شكرا. جو بونس اخ محفوظ يفصح الاستاذ يفصح راح شكرا سي صح مازال معنا بتاعت المود لا مازال معنا ما الا كان عنده بون نقدروا نعطيو quelques minutes avant de partir الا كان عندك الوقت. juste quelques minutes j'ai 2 minutes de retard mais معليش. D'accord, bon, je passe à ma troisième question où on fait un peu vite. C'était les objectifs تاع مؤتمر الصومال c'était quoi الاهداف تاع مؤتمر الصومال يعني on résume يعني c'est pas moi je pense que pour que je puisse partir juste après moi oui. Je pense que ceux qui ont préparé ce congrès c'était des militants de parti qui avaient de l'expérience donc ils savent qu'en réalité un congrès c'est pour désigner une direction. Et donc, et on le voit d'ailleurs, la façon dont ça a été, toute la façon dont ça a été organisé, etc. C'était comment donner une direction à la révolution. Si bien en termes de programme, donc programme d'action, parce que là, il ne s'agit pas d'un programme, il ne s'agit pas d'un projet de société achevé. Donc d'un programme, même s'ils ont effectivement touché à quelques aspects, et quels sont les hommes qui vont donc diriger cette révolution. Et je pense que ça se voit hein, dans toute la façon dont ça a été conduit, ça a été préparé, et puis ce qui est sorti donc de ce congrès, c'était comment donner, quelle direction donner donc à la révolution en cours. Voilà. Et je vous remercie pour cette invitation. C'est vraiment un débat très intéressant. Il y a été comme ça. Et je vous souhaite une bonne continuation. À la prochaine. Merci beaucoup. Mais à la prochaine. Marhaba bik. À la prochaine. Merci pour vous aussi. C'était très intéressant. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, نرجع لعثمان. عثمان باش je te pose la même question c'était واش هما كانوا الاهداف تاع مؤتمر الصومال يعني c'était quoi les objectifs principaux اللي ندار على جالهم المؤتمر. Alors je pense qu'on en a هضرنا على بعض الاهداف في هذه المحاضره باش نلخصوا ربما الاهداف الرئيسيه كانت من نوعين النوع العسكري من اهداف عسكريه وهو تنظيم جيش التحرير الوطني بقيادة بهيكلة بولايات ربما des cellules de propagande
avec des cellules de logistique, hein, voilà كانت هيكلة تاع الحرب مع العدو مع الجيش الفرنسي. Nous étions allez, en août 56, même si la préparation s'est faite un peu avant, nous étions en pleine bataille d'Alger. Il y avait des questionnements pour organiser la guérilla urbaine, et il y avait des besoins d'organisation des actions militaires dans les maquis. Donc, il y avait un besoin d'organisation militaire. Il y avait aussi et surtout un besoin qui m'a dit un besoin de direction politique. Nous connaissons les difficultés de leadership depuis que le mouvement national s'est divisé depuis les années 50, les questions de leadership et contestation du leadership. Il faut se souvenir, لازم نتذكروا باللي الثورة دلعت باسم حزب جبهة التحرير الوطني، ولكن مع المناضلين باسم سليل الحاج اللي كان هو اللي كان عنده تاريخ في النضال وتاريخ في الحركة الوطنية. مالغري تو هاد الشبان اللي قاموا باندلاع الثورة كانوا ils avaient une obsession dans leur discours, c'est d'éviter le zaimisme. C'est-à-dire que pour pouvoir tuer le père, quelque part, du mouvement national, au sens psychanalytique du terme, il a fallu inventer, en tout cas mettre quelque part, l'idée que la direction doit être collective, que le travail est collectif et qu'il s'agit de sortir du zaimisme. Alors, est-ce que réellement le congrès de la Soumam a été un instrument d'une direction collective? Certains disent oui, certains disent non. En tout cas, je pense que les luttes de leadership qu'on a vécues, en tout cas à partir de 56, se sont exacerbées. Nous avons eu même l'assassinat d'artisans, d'un des artisans du congrès de la Soumam, c'était à Ben Ramdan. Donc, c'est dire que les luttes de leadership se sont exacerbées. Moi, je vais citer à ce moment-là Aït Ahmed, qui, des années après, donne quelque part je dirais un jugement, alors je vais pas, voilà, donne en tout cas un avis sur le congrès de la Soumam et les difficultés qui sont nées du congrès de la Soumam politique, en termes de lutte politique et de leadership. Il utilise d'ailleurs une image qui est assez étonnante pour un grand homme, grand militant comme Aït Ahmed. Il dit que c'était le congrès de la Soumam a créé, c'est lui qui le dit, a créé de très grandes divergences politiques pour des raisons de lutte de leadership, et peut-être pour des raisons politiques fondamentales, je ne saurais dire, en tout cas pour des raisons de leadership. Et il utilise une image qui est assez forte. Il dit que la France a finalement donné un coup de main phénoménal parce qu'en fait, la direction du FLN à l'étranger était majoritairement contre le congrès de la Soumam, à part Aït Ahmed. Tout le monde était très hostile au congrès de la Soumam, que ce soit Boudiaf, que ce soit Khidr, que ce soit Ben Bella, que ce soit Fabon. Il y avait une vraie, je dirais, incompréhension vis-à-vis du congrès de la Soumam. Et Aït Ahmed utilise l'image que les Français, en piratant l'avion des dirigeants du FLN à l'étranger, dit historique, sachant qu'il récusait le terme historique, a rendu service à la Révolution, puisqu'il a évité des guerres de leadership qu'on ne pouvait pas se permettre en 56, que nous avons vécu après, en 62, mais qu'en 56, nous ne pouvions pas nous permettre, même si les conflits, nous savons que
il y a des résolutions du Congrès de la Soumam qui n'ont pas favorisé nécessairement des convergences, puisque l'organisation de l'élimination du MNA, donc, je pense qu'il faut le dire, était une des résolutions secrètes du Congrès de la Soumam, puisqu'il fallait éliminer une opposition et politique et militaire qui se faisait dans le terrain, et que l'unité de l'action devait se faire autour de l'ALN et du FLN, et uniquement autour de l'ALN. اوكي ميرسي عثمان ميرسي. نختموا نحاولوا نختموا يعني بتدخل خفيف. خويا محفوظ، نحاولوا نختموا يعني واش تقدر يعني تمد للحراك اليوم يعني كيفاش تقدر توصل الناس الحراك باللي لازم نتعلموا من اللي صرا في التاريخ تاعنا، نتعلموا يعني نهزوا الحاجات الايجابيه ونحاولوا يعني نحاولوا نبعدوا على الحاجات السلبيه اللي اندارت يعني احنا نقول باللي يعني مؤتمر السمم قبل ما نجاوب على السؤال ان كان من الاهداف الرئيسيه تاعو هو تنظيم الثوره، تنظيم على مستوى يعني الجناح السياسي، على مستوى وضع يعني نصوص يعني ومراجع للثوره، وهيكله الجناح العسكري. هذه هي الاهداف الثلاثه التي كان يهدف اليها تحقيقها يعني مؤتمر السمم. يعني تكلم الاخ عثمان على هيكله الجناح العسكري، ثم يعني الجناح السياسي ليدير الثوره، يعني هو يعني بانشاء، كان ذلك بانشاء واحداث يعني لجنه التنسيق والتنفيذ كجهاز تنفيذي، ويعني وهيئه جماعيه ان ديريكسيون كوليجيال يعني تاع الثوره، وانشاء المجلس الوطني للثوره الجزائريه السي ان ار اللي هو كان عباره عن هيئه يعني تشريعيه، يعني تراقب عمل يعني الهيئه التنفيذيه وتصوب عملها، وربما تنتخب اعضائها وتضع النصوص واللوائح التي تهيكل وتؤطر عمل الثوره في الداخل او في الخارج. هذا هو الهدف اللي قلت لك. اثنين، ثالث هو وضع نصوص، يعني لا ميزون بلاس دو ريفيرونس. ارضيه السمم هي الريفيرونس التي كانت يعني يرجع اليها في اداره الصراع مع المستعمر، يعني هي كارضيه فيها يعني تفصيل لما اجمله يعني بيان اول نوفمبر، توضيح لما اجمله بيان اول نوفمبر، يعني هذا هو كان يعني هذه الارضيه توسعت، شرحت يعني المبادئ الكبرى، الاهداف الكبرى، يعني الاطار الذي تعمل فيه جبهه التحرير، كيف الفلسفه تاعها لتجميع الجزائريين، علاقتها مع التنظيمات التي كانت متواجده على الساحه. هذه هي التي وضعت في هذه الارضيه التي سميت ارضيه السمام. نحن اليوم يعني لابد نستفاد يعني من عوامل القوه في هذا المؤتمر، يعني في التنظيم تاعو، يعني وعوامل الضعف والاخفاقات التي يعني صاحبته ورافقته. يعني الحراك اليوم لازم بدرجه او اخرى عاجلا وعاجلا لابد ان يعني يوصل الى درجه يعني النضج، بحيث يعني ينتج ارضيه ربما تكون جامعه. نحن دائما هذا هو الامل تاعنا، نتوصلوا الى ارضيه جامعه تحدد فيها الاهداف التي يسبو اليها وتحقيقها الى تحقيقها الحراك والشعب الجزائري من خلال هذه الانتفاضه، هذه الثوره السلميه. الاليات يعني ثاني نتوافق يكون في توافق على الاليات ومنهج الذي ينتهج ويتبع في تحقيق هذه الاهداف، ثم مراحل تحقيق يعني الانتقال الديمقراطي. كيف يعني من خلال هذا الوضع اللي رانا عايشينه كيف نوصلوا الى مرحله تحقيق يعني الانتقال الديمقراطي باقرار دستور دائم للدوله الجزائريه مجمع عليه، يحدد يعني المبادئ الكبرى للنظام السياسي، يحدد طبيعه نظام الحكم، يحدد نوع وشكل الدوله، يحدد يعني مؤسسات الدوله، وننتقل من بعدها الى يعني نظام انتخابي عادل يجسد السياده الشعبيه. هذا هو يعني احنا على خلاف واش وقع في مؤتمر السمم اللي كان فيه يعني
عليه فيه ايجابيات وفيه سلبيات. احنا اليوم ربما رانا في اريحيه نقدروا يعني نتكلموا والناس تشارك يعني اقصى ما يمكن واكبر عدد ممكن في بناء هذا المشروع الوطني. يعني اليوم راهي متاحه، وسائل الاتصال متاحه، وسائل التواصل متاحه، اللقاءات ممكن متاحه، وهذا يمكن من تحقيق التوافقات والتفاهمات مرحليا، مرحله حتى يكتمل البناء الشامل ان شاء الله اللي يحقق يعني ما تصبو اليه هذه الثوره السلميه من ارساء يعني مراجع حقيقيه متفق عليها، كذلك يعني تنظيم شامل يدير الصراع مع هذا النظام ويحقق النقله النوعيه ويحقق توازن القوى لصالحه من اجل يعني ارغامه على مغادره الحكم وتسليم السلطه للشعب الجزائري. شكرا. شكرا اخ محفوظ، شكرا. بون عثمان، نرجع لك باش يعني دير مداخله يعني بتيت انترفونسيون باش pour clôturer. واش يقدر يعني qu'est-ce qu'il peut apprendre le Hirak de cette, par exemple, de cette période de la congrès de la Somme. Athman, est-ce qu'il est avec nous? Oui, احنا ربما بدري on a un respect immense pour les hommes qui ont fait notre révolution. On a un respect qui est tellement immense qu'on a tendance à oublier que c'était des hommes. C'était des hommes. On a l'impression que c'était des... On a mystifié, hein, c'était des dieux. Non, c'était des hommes qui avaient des défauts, qui avaient des qualités, qui avaient avant tout un très fort engagement pour l'indépendance du pays. Bon, nous sommes aussi des hommes. Hein. Nous ne sommes pas... tout le monde fait des erreurs. Ces hommes-là ont donné, Kimagal, notre ami Mourad, ont donné leur vie pour pouvoir amener l'idée de l'indépendance du pays. C'est un sacrifice, c'est le sacrifice suprême de donner sa vie pour une cause. Et donc, autour de ça, c'est le sacrifice suprême. Maintenant, quand on a la responsabilité d'un devenir national, bon, il y a le côté, je dirais, sacrifice, mais il y a aussi, bien évidemment, les résultats politiques d'une décision, d'une action. Et je pense que avec les moyens du bord à l'époque, avec les difficultés politiques, avec un colonialisme qui malgré tout, il ne faut pas croire qu'il regardait et qu'il observait gentiment. Hein, il a toujours joué les divisions entre les uns et les autres, en favorisant X un jour et Y un autre, et puis du lendemain en favorisant Y et X. Hein. Donc, il ne faut pas négliger l'action psychologique des services français qui, eux, avaient un traitement militaire et politique de la Révolution. Et donc, quelque part, nous, aujourd'hui, nous devons peut-être aussi nous apercevoir, que les méthodes des pouvoirs répressifs pour garder un ordre colonial ou pour garder un ordre dictatorial, hein, sans comparer les deux. Hein, l'ordre colonial est un ordre fondamentalement esclavagiste. Même s'il dit qu'il a construit les choses pour le pays, bon, bah oui, il faut bien quand même exploiter ce pays-là. Donc, bien sûr qu'il faut des infrastructures. Voilà. Et il faut maintenir la paix, donc il faut quand même quelques écoles, bien évidemment. Mais enfin, c'est quand même un ordre fondamentalement injuste et fondamentalement esclavagiste. Et aujourd'hui, nous avons un ordre dictatorial qui, au nom d'un nationalisme, voilà, d'une idée de la sauvegarde des intérêts nationaux, qui sont bien évidemment seuls à définir, décide de ce que doit être l'avenir du pays. Il ne faut pas que nous tombions dans les manipulations
qu'un pouvoir dictatorial qui a tous les outils aujourd'hui de la modernité en plus, hein, puisqu'il est très bien équipé de la répression et de la modernité et de la manipulation. Il a beaucoup d'outils. Il ne faut pas que nous tombions dans des pièges de la division, dans des pièges de la précipitation, et que nous soyons capables, nous, société, dans la base, de commencer à construire petit à petit nos convergences pour arriver à proposer un projet au pays. Il ne s'agit pas de précipiter nos convergences, il s'agit de les construire au fur et à mesure et de les construire sur une base fondamentalement politique, puisque nous combattons tous une dictature pour arriver à avoir un pouvoir civil et démocratique qui permettent aux Algériens d'exercer leur souveraineté. Donc, نحن مناضلون النضال تاعنا عنده هدف هو أن نبنيو السيادة الشعبية للمؤسسات تاع الدولة الجزائرية. Et donc هاد السيادة لازمها نضال سياسي قبل كل شيء، والنضال السياسي يتمارس في الشارع، يتمارس في الأفكار، يتمارس في المبادرات، يتمارس في كل الميادين اللي تمكن من السياسة، ويجب أن ينبع من الميدان، يجب أن ينبع من المناضلين قبل كل شيء. شكرا عثمان، شكرا محفوظ، يعطيكم الصحة. النقاش كان يعني اكسيلون. نرجعوا ان شاء الله اون بروشين فوا، بالك نبقاو في الموضوع تاع مؤتمر صمام، نحاولوا المره الجايه ان شاء الله نناقشوا مخرجات المؤتمر، نشوفوا يعني المخرجات اللي كانت ممكن ايجابيه والمخرجات اللي كانت ناقصه، وممكن كاين مخرجات كانت اصلا سلبيه. نحاولوا نناقشوها ممكن في الحصه القادمه ان شاء الله. نشكركم على المتابعه ونقول لكم ان شاء الله اون بروشين. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا ميرسي بدري. شكرا. اختطاف الناس، اختطاف واستعمال العنف. والعمامة انتوما نسيتكم قصير القامة، سلوها قبل ما تطلع الغرامة. ما كاين خليفة لا خلافة، يا ناقصين إيمان ونظافة. صبرنا عليكم قلتو خوافة، وخيمتو على ظهورنا معلافة. خيمتو سكتنا 20 سنة كفاية، خلاص الحفلة يا وجوه الغملة، غريب تفيد عليكم الحملة. الله ما نزيدو معاكم دقيقة، 62 وحنا بالشقيقة، عرفنا اساسكم جيبة وسريقة، وعروقو ما زالها عميقة ما زالها. روحو 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 خير ليكم تروحو، بيكم تروحوا.
ضربة نساو رجال وشبان من كل جهة خرجوا 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 لي زالجيريا خرجوا 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 لي زالجيريا خرجوا بينا نخلو الكراسة نحلو الدواسة ياللي مسحتو الحاسة غير نفوق خليو البلاصة يا طماعين رايحين تاكلوها قارصة حكمتو بالعصا وبلا سياسة وركعتو قدستو كسر الرياسة وخندق الحرير ورخامو الملاسة وامتياز المرتب وسلوك المحلاسة روحو 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 خير ليكم تروحو روحو 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 خير ليكم تروحو هادي الجيال جديدة خرجت تتقلب هاد القاعدة خبرتو يا الخبر مريضة وبالشفاء عليكم وعلى سعيدة وحنايا من لا عنيدة والمرادية ماهيش بعيدة وراكم تفتلو في الخرويضة باش ديروا لنا خشبة فرويضة